donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je me moque de qui fait ces lois. Bonjour, je suis Linax. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la création de l'URSS et de ci-dessous. Nous verrons tout d'abord les précurseurs du communisme, puis nous parlerons des différents banquiers qui ont joué un rôle très important dans l'histoire de l'URSS. Comme vous le savez, j'attache beaucoup d'importance aux différentes transactions entre les pays qui ont eu lieu dans l'histoire. Elles sont très souvent révélatrices et dignes d'intérêt. Commençons. Tout d'abord, le communisme en lui-même prend ses origines dans les idéologies de Karl Marx et de Friedrich Engels, qui ont été écrites dans le manifeste du Parti communiste datant du 21 février 1848. Dans cette vidéo, nous allons principalement parler de Karl Marx. Né en 1818, en Allemagne, anciennement le royaume de Prusse. Ce qui est intéressant, c'est que son père Heinrich Marx, avocat, était issu d'une famille de rabbins juifs ashkénazes, qui sont pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les Khazars, les juifs non-sémites qui ont migré en Europe centrale, et principalement en Allemagne. Toujours sur les origines des Marx, Karl Marx était le cousin au 3e degré de Lionel Nathan Rothschild, comme vous pouvez le voir sur cette image. Donc nous savons que Karl Marx est issu d'une famille européenne plutôt aisée. Mais peut-être l'aspect le plus prononcé et persistant de l'idéologie marxiste était sa haine radicale et extrême de la Russie, le dernier bastion de la civilisation chrétienne. Lui et Engels considéraient la Russie et les Slaves comme des barbares sous-humains. Ensuite, Marx et Engels faisaient partie de la Ligue des communistes, qui fut anciennement la Ligue des Justes jusqu'en 1847, c'est en 1852 qu'elle est dissoute par Karl Marx lui-même. Il est d'ailleurs intéressant de savoir que la Ligue des Justes est à l'origine des mouvements révolutionnaires maçonniques en France. De plus, c'est une branche des très célèbres Illuminés de Bavière, société secrète créée en 1776 par Adam Weishaupt dont le banquier est nul autre que Mayer Rothschild, le patriarche de la famille Rothschild, qui est d'ailleurs l'auteur de cette citation très célèbre. Donnez-moi le contrôle de la monnaie d'une nation, et je me moque de qui fait ces lois. Maintenant que les bases sont posées, et que nous savons que l'idéologie communiste provient indirectement des cercles occultes de l'Empire Rothschild, nous allons avancer de quelques décennies dans le temps, pour arriver le 13 janvier 1917, lorsque le sioniste ashkénaze Léon Trotsky arriva aux USA. C'est là qu'il a noué des liens d'amitié avec le banquier Jacob Schiff. Avant de continuer, parlons de Jacob Schiff, car c'est l'un des acteurs principaux. Tout comme Karl Marx, Jacob Schiff est issu d'une famille rabbinique, son père était courtier dans la première banque Rothschild à Francfort. En 1875, il devient directeur de la Dunlop Bank d'Amérique, qui subit dès lors une grande expansion. Jacob Schiff était hostile au tsar Nicolas II, qu'il nomme grand ennemi de l'humanité. En 1916, lors d'un rassemblement du Bnei B'rith, loge judéo-maçonnique sioniste, il fut choisi comme président du mouvement sioniste-révolutionnaire de Russie. Jacob Schiff finança donc l'entraînement des rebelles trotskistes, composés de juifs des quartiers de New York, qui n'ont donc rien à voir aux Russes. Lorsque les rebelles trotskistes quittèrent les USA, Jacob Schiff leur remit 20 millions de dollars. Avant d'arriver en Russie, Trotsky fit une escale en Suisse afin d'y rencontrer Lénine, Staline et les autres bolcheviks, qui eux étaient bien russes, afin d'organiser la révolution. Ils se trouvèrent face à un problème évident. Comment atteindre la Russie avec les rebelles et leur armement? C'est là qu'intervient Max Warburg, dirigeant de la police secrète allemande. Notons que Max Warburg est le frère de Paul Warburg, premier président de la Federal Reserve Bank. C'est aussi le frère de Félix Warburg, banquier qui a repris la Dunlop Bank lorsqu'en 1920, Jacob Schiff mourut. Max Warburg entassa les bolcheviks et les rebelles dans un wagon de chemin de fer, qu'il prit en charge jusqu'à la frontière russe. C'est en novembre 1917 que leurs efforts furent couronnés de succès. Lors de la guerre civile, qui succéda à la Révolution, Lénine fut le chef incontesté des affaires politiques tandis que Trotsky fut chargé des affaires militaires, qui était en fait l'armée rouge. Ce nom n'a pas été donné par hasard. L'armée rouge bolchevique était l'arme des banquiers internationaux. Ce nom est d'ailleurs la traduction littérale de « l'enseigne rouge » qui est l'emblème du royaume khazar. Ce qu'il faut donc en conclure, c'est que depuis la création de la Ligue des communistes, le but des Rothschild était de reconquérir via différents agents financiers et militaires, le royaume khazar qui se situe dans l'actuelle Russie. Je vous invite à voir ma vidéo dédiée à ce sujet pour plus de précision. Jusqu'à présent, nous avons parlé de la relation entre les différents banquiers internationaux et les bolcheviks.
En plus de Jacob Schiff, nous devons citer l'ex-service secret russe fondé par le tsar Nicolas II, le Kremlin. D'énormes sommes d'argent allaient dans les comptes de l'Ukraina, qui a été infiltré par les bolcheviks. L'infiltration était si importante qu'en 1905, 4 membres sur 5 de l'Ukraina étaient partisans du comité du parti bolchevique de Saint-Pétersbourg. Joseph Staline a aussi un rôle dans l'Ukraina, il était un agent de liaison entre la police tsariste et les bolcheviks. Après la chute du tsar, l'Ukraina fut dissoute, et remaniée en 1921 sous le nom de Tchéka, en un service secret qui comptait 10 fois plus de membres que l'Ukraina. En 1934, on lui donne le nom de NKVD, Commission du peuple pour les affaires intérieures. Le NKVD avait sous contrôle les camps de concentration soviétiques, les goulags tristement célèbres. Pendant la guerre froide, le NKVD deviendra le KGB en 1954. Voilà, que cet épisode de l'histoire de l'URSS se termine. Quand il s'agit de juifs, il s'agit en fait de Khazars, plus exactement, et donc de ceux qui se disent juifs, mais qui ne le sont pas, ni de foi, ni de sang. C'est-à-dire que, en gros, le peuple khazar, pour faire la brève histoire, le peuple khazar a dominé le monde à partir de la Russie durant du 7e au 10e siècle. Mais plus que ça, parce que c'est encore aujourd'hui, mais soit-il descend du peuple khazar, par exemple. Georges Soros descend des Khazars. Louis Strauss-Kahn descend des Khazars. Khazars ashkénazes. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont dû choisir entre une des religions. Et quelle religion ont-ils choisi, les Khazars? Ils ont choisi le Talmud. Ils ont choisi le judaïsme talmudique. Donc, si on reprend le Talmud, qui est une interprétation voreuse de la Torah, qui est complètement, qui déforme complètement la Bible. Donc si on prend les Khazars, ils se disent juifs, mais ne le sont pas de sang, puisqu'au départ, ils sont d'origine turco-mongole, très exactement, et ils ne le sont pas non plus de confession, puisqu'ils suivent le Talmud et non la Torah. Donc comme le disait Jésus-Christ, ils sont juifs, ils se disent juifs, mais ne le sont pas, ni de sang, ni de foi. Shlomo Sand, sa thèse est, disons, un brin provocante. Luc, vous allez... Oui, c'est un livre, Jacques nous dira pourquoi tout à l'heure, puisque Jacques connaît bien Shlomo Sand, c'est un livre qui exaspère à la fois les sionistes et les antisémites, donc ça risque toujours de faire beaucoup, et c'est un livre qui est en même temps absolument passionnant, et dont je voudrais essayer, pardon, je vais être très schématique, mais de faire comprendre la thèse, parce que on pourrait en parler pendant des heures, mais essayons au moins de comprendre le point qui fait problème. Ce que dit Shlomo Sand, c'est que dans la fondation de l'État d'Israël, et au moment où on va fonder l'État d'Israël, notamment à partir donc du grand mouvement sioniste, qui est un mouvement tout à fait intéressant, eh bien, on a inventé, dit-il, une histoire mythique, une histoire du peuple juif qui, en gros, est à peu près la suivante. On a des descendants d'Abraham qui forment les 12 tribus d'Israël et qui sont localisés en Palestine. Et donc on a un peuple race, dit-il. C'est un peuple qui descend du même patriarche et qui, on dirait, génétiquement aujourd'hui, forme une espèce de race, hein, en quelque sens qu'on l'entende, mais disons une communauté ethnique soudée entre elles, les 12 tribus d'Israël. Et puis ces 12 tribus d'Israël, elles sont, comme on sait, victimes notamment, il y a beaucoup d'autres épisodes intermédiaires, mais à partir de 135 après Jésus-Christ, du temps de l'empereur Adrien, l'histoire veut que ces communautés sont dispersées, ce peuple d'Israël est dispersé, c'est ce qu'on appelle la diaspora. Les Romains auraient déporté les Juifs, et puis alors les Juifs seraient après exilés un peu partout dans le monde, et puis c'est comme ça qu'on aurait finalement, bon, les Séfarades en Afrique du Nord, les Ashkénazes en Allemagne qui vont s'étendre après, etc. Et donc ce serait l'histoire de la diaspora, et puis le sionisme voudrait après faire retour vers Israël. On aurait donc 3 moments, un moment où le peuple d'Israël est en effet en Palestine, la diaspora après 135, et puis le retour, notamment après les grands pogroms de 1880 en Russie, et puis bien sûr après la Deuxième Guerre mondiale. Bon, ce que dit Shlomo Sand, c'est que cette histoire qui a servi la création d'Israël est complètement mythique, et notamment ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a jamais eu
de diaspora. Il n'y a jamais eu d'exil, et il dit, voilà, le peuple romain, l'Empire romain n'a jamais pratiqué les déportations. D'abord, il n'en avait pas les moyens, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas de camion, donc le peuple juif n'a jamais été déporté, il n'y a pas eu d'exil, il n'y a pas eu de diaspora, et c'est une invention des chrétiens pour punir le peuple juif. C'est notamment une invention du premier père grec, Saint Justin. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors du coup, on dit, et comment expliquer les communautés juives partout dans le monde, si c'est pas de la diaspora? Eh bien, ce qu'il explique, c'est qu'en vérité, ces communautés juives un peu partout dans le monde sont le résultat de grands moments de conversion, et que la religion juive a été une religion prosélyte, et qu'un certain nombre de peuples qui n'avaient aucun rapport ethnique, racial avec les tribus d'Israël, ou génétique, parce que je dis génétique parce qu'un certain nombre de savants aujourd'hui, y compris en Israël, cherchent à trouver une origine commune génétiquement, un ADN commun aux juifs, ce qui est absurde, et ce qui est à la limite antisémite, mais il y a là quelque chose qui est très fort dans le livre de Shlomo Sand, c'est qu'il montre qu'il y a eu des grandes périodes de conversion et que ça explique la dispersion des juifs dans le monde, notamment trois grandes périodes: le royaume des Ignars, la reine berbère Caïna, et puis évidemment cette fameuse 13e tribu d'Israël, comme on l'a appelé, le royaume des Khazars. Et juste un dernier point, le royaume des Khazars, le royaume qui était à peu près localisé en Crimée, qui va exister entre le 8e, au 8e, 10e siècle après Jésus-Christ évidemment, ce royaume qui a battu monnaie en hébreu, avec des inscriptions en hébreu, eh bien, si on prend la thèse de Shlomo Sand, il y a d'autres historiens qui ont défendu la même thèse avant lui, ça veut dire que, en gros, pour aller vite, les Askénazes sont essentiellement des descendants des Khazars et que Hitler n'aurait jamais tué aucun juif de Judée, mais il aurait tué uniquement des descendants des Khazars. Vous voyez pourquoi cette thèse, évidemment, embête à la fois un certain nombre de sionistes, mais aussi un certain nombre d'antisémites. Pas de peuple juif, pas d'exil, pas de diaspora. Voilà, c'est bien résumé. Quand on parle de ces problèmes, il faut prendre un certain nombre de précautions. D'abord, je félicite Luc d'avoir réussi à résumer et tirer l'essentiel de cette thèse, parce que c'est un livre très compliqué, oui, ardu, touffu et passionnant. Passionnant, on ne peut pas arrêter de le lire. Alors, premièrement, il ne prétend pas avoir inventé tout ça. Non. C'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de ce qu'on appelle l'historiographie. Il fait l'histoire de l'histoire. Et il prend la série des grands historiens du peuple juif en montrant comment ils ont contribué à former une légende. Donc c'est une critique des historiens dans la lignée de ce qu'on appelle les nouveaux historiens en Israël, qui sont en effet des esprits très critiques. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, l'idée que le peuple juif n'est pas cette espèce d'entité qui s'est conservée telle qu'elle à travers les temps et à travers les lieux, ne signifie pas que le peuple juif n'existe pas. Simplement, comme tous les peuples, il est le résultat d'une volonté commune d'exister. Et il est moins dans les gènes ou dans l'ADN que dans la volonté culturelle, politique, morale, je dirais, presque, oui, même certainement, de constituer un peuple. Et pour bien montrer que ce n'est pas une spécificité, j'aime à citer le livre d'Anne-Marie Thiès qui s'appelle La création des identités nationales, qui a fait un travail du même ordre à propos de la plupart des pays européens, montrant comment au XIXe siècle, lorsque l'idée nationale, notamment en 1848, est devenue la grande idée motrice, eh bien, les historiens, les folkloristes, les philologues, etc., les romanciers, se sont mis à recréer un passé sur des bases absolument identitaires. C'est donc pas propre au peuple juif. C'est une chose qui est générale et qui fait partie je dirais, de la politique au sens le plus large du terme. Luc, il rappelle, Shlomo Sand, que la notion de peuple juif contraint à l'exil figure dans la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948. Oui, bien sûr. Peuple juif contraint à l'exil. Voilà, et c'est évidemment là que son livre fait polémique et dérange beaucoup de gens. Je rencontre un certain nombre d'amis qui me disent, voilà, bon, il a peut-être raison, Shlomo Sand, mais c'est pas le moment de le dire. Pourquoi? Parce que, voilà, il faut pas désespérer Billancourt, c'est toujours la même idée, il faut pas dire la vérité, parce que dans le contexte actuel, au fond, ça dessert l'État d'Israël, et puis ça va plutôt être utilisé par des Palestiniens qui ne seront pas forcément bienveillants. Bon, alors tout ça, évidemment, est compliqué. Laissons-le de côté. Intéressons-nous pour l'instant à la vérité historique. Vous voyez,
là où Shlomo Sand permet, à la lumière de l'histoire, hein, et de l'historiographie, comme disait Jacques, parce qu'en effet, il ne prétend pas inventer des choses nouvelles. Par exemple, l'affaire des Khazars, elle est bien connue. Hein, Koestler avait écrit un livre célèbre, La 13e tribu. Marek Alter avait publié un très beau livre sur les Khazars, et dans lesquels il disait au fond la même chose que Shlomo Sand, à savoir que l'immense majorité des Ashkénazes sont probablement des descendants des Khazars, qui est un peuple converti. Pourquoi ils sont convertis? C'est très intéressant. Pourquoi à la fois la religion juive a été prosélyte et pourquoi les gens se sont convertis au judaïsme? Aujourd'hui, ça nous paraît très étrange. Oui, parce que la religion juive n'est plus prosélyte aujourd'hui. Exactement. Et voilà, parce que qui aurait envie aujourd'hui d'un peuple qui voudrait se convertir au judaïsme? Ça paraît très très bizarre. En vérité, ce que montre Shlomo Sand, qui est très intéressant, c'est que des peuples entiers se sont convertis au judaïsme. D'abord, parce qu'ils trouvaient que cette religion était très belle, mais aussi parce que ça leur permettait d'échapper à ces deux guerriers terribles qui étaient d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Et donc la conversion au judaïsme était un moyen d'échapper aux deux mâchoires de l'étau, musulmane et chrétienne, et donc de trouver une certaine forme de liberté. Voilà pourquoi la reine Caïna, berbère, se convertit et convertit son peuple. Alors, vous voyez, ça touche une question passionnante. C'est la question qu'évoquait Jacques de l'identité. Aujourd'hui, comment définir un juif français? Est-ce que c'est une race? Évidemment pas, et malgré le délire de certains scientifiques israéliens ou américains qui essayent désespérément de trouver un ADN juif pour essayer de conforter l'idée de peuple juif. Et le délire des antisémites, qui eux aussi considèrent que c'est une race pure. Exactement, et d'ailleurs ce que montre Shlomo Sand, c'est qu'au XIXe siècle, savants ariens allemands pré-nazis et savants israéliens, et d'ailleurs l'interdiction des mariages mixtes va dans ce sens, veulent à tout prix définir le peuple juif comme une race. Bon, aujourd'hui, très peu de gens tombent dans ce travers terrifiant, donc c'est pas une race, c'est pas une religion, vous avez des juifs laïcs. C'est pas une citoyenneté, on peut être juif sans être israélien. Donc vous avez toujours ce problème de la définition de l'identité juive, et ce que disait Jacques et ce que dit Shlomo Sand est très vrai, c'est d'abord l'adhésion à des principes religieux, c'est-à-dire en fait une adhésion culturelle, historique, volontaire à des principes religieux. Oui, il y a un judaïsme, si je puis dire, religieux, philosophique, intellectuel et moral, ça oui, et c'est une immense religion, ça. Shlomo Sand ne le remet évidemment pas en cause, au contraire il le souligne, mais ça n'est ni une race, ni une citoyenneté, ni forcément une appartenance religieuse à la religion. Jacques, qu'est-ce qu'on lui répond en Israël et même en France? Qu'est-ce que lui répondent d'autres historiens, puisque sa thèse oui, c'est d'ailleurs moins des historiens, hein, parce que, à ma connaissance, il n'y a pas beaucoup d'historiens qui se sont manifestés. Je n'ai pas suivi les débats en Israël, mais par exemple en France, pas beaucoup d'historiens sont manifestés contre les thèses de Shlomo Sand, qui encore une fois ne faisaient que reprendre des choses qui pour l'essentiel ont déjà été établies. Non, il y a deux types d'arguments. Moi j'ai fait un compte rendu de ce livre dans l'Observateur et j'ai reçu une série de critiques qui disaient vous venez de dire, Luc, c'est pas le moment. Au moment où l'identité du peuple juif, encore une fois, n'est pas mise en cause dans ce livre. Simplement, elle n'a pas le cheminement qu'on dit en général. Au moment où l'identité juive est menacée par tous ses ennemis qui l'entourent, c'est pas le moment d'en parler. Et de ce point de vue-là, Shlomo Sand répond implicitement, parce qu'il est très prudent. Hein. C'est pas du tout un provocateur. Il répond, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Si Israël est simplement une descendance, mais n'est pas un projet, alors sa place sera de plus en plus difficile là où elle est.